Bernard Taillefer, qui est avec nous dans l'atelier Sadou. Si le premier panel ça avait réuni, s'il vous plaît. Donc, Bernard Taillefer, Dominique Lessa et Lionel Fleuristin, qui met tout des bottes à blanc. Et puis ensuite, Luxon Dorlus dans Anaka. Donc voilà, 4 personnes pour commencer une première partie. On ne va pas perdre du temps puisque l'autre pour réunir. Commençons donc avec Dominique Lessa. Le micro marche. Bonjour à toutes et à tous. Hier, j'ai eu donc l'occasion de vous présenter, entre autres, le réseau INES, l'Association internationale des investisseurs dans l'économie sociale, dont l'ANACAP et le KNFP sont membres. Il m'a été demandé d'illustrer dans d'autres pays l'une ou l'autre expérience significative en matière d'instrumentation financière et solidaire, desquelles, le cas échéant, on peut s'inspirer. Sur les 50 membres d'INES répartis dans le monde entier, je vais mettre en avant la Banque malienne de solidarité. Il se trouve que parmi les différentes fonctions que j'assume, je suis aussi administrateur de cette banque au titre de l'investissement que l'investisseur social Sidi, dont je vous ai aussi très brièvement parlé hier, a fait il y a une dizaine d'années. La Banque malienne de solidarité se situe évidemment au Mali, qui est une région située dans l'ouest africain, zone francophone, dont on peut dire que les défis ruraux sont relativement comparables à ceux d'Haïti. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'un comparatif avec cette expérience peut être, considéré. Comme le temps est court, on ne va pas rentrer dans trop de détails sur cette question-là. On peut dire aussi que le dialogue entre la société civile et puis les pouvoirs publics de ce pays ressemble assez à ce qui se passe ici en Haïti, c'est-à-dire un État qui existe, et puis une société civile qui grouille, qui mène de très nombreuses activités. La Banque malienne de solidarité a été créée suite à un dialogue qui s'est établi entre plusieurs strates de la société. L'ancien président, qui était le premier président démocratiquement élu au Mali, M. Alpha Oumar Konaré, avait souhaité à la fin de son mandat qu'un fonds qui résidait dans les caisses publiques pour ce qu'on appelle la microfinance puisse servir de manière durable plutôt qu'être bouffé par des projets ou des subventions plus ou moins bien utilisées. C'était ce qu'il voulait laisser derrière lui parmi les belles choses qu'il a fait dans ce pays. Il a invité ce qu'on appelle société civile à réfléchir autour de l'utilisation de ces ressources. Et donc, ce qu'on appelle institutions de microfinance, et puis société civile, organisation de producteurs, etc., se sont mis autour d'une table pour réfléchir à cette proposition du président. Il a fallu 2 ans de réflexion entre tous ces acteurs pour décider, là-bas, la création de la Banque malienne de solidarité, qui est une institution financière sans équivalent dans l'ensemble de la sous-région ouest-africaine dont il est question. De quoi s'agit-il? Cette institution porte assez bien son nom puisqu'il s'agit d'une banque malienne et de solidarité. L'idée était d'institutionnaliser, c'est-à-dire de rendre durable une ressource en subvention, en projet, programme, en une institution financière viable, durable, régulée, supervisée et engagée sur le long terme. Le statut de la banque a été choisi comme étant le statut correspondant le mieux à ce souhait. C'est une institution malienne puisque
cette banque est composée avec son capital de 94% d'un actionnariat local du Mali. Il se trouve que l'investisseur étranger qui a reconnu cet effort au moment où il s'est constitué, ou peu après, plus exactement, c'est donc la CIDI. Et il faut se dire qu'au départ, on ne s'est pas bousculé au portillon d'investir sur une institution qui n'avait pas demandé la permission à ce qu'on appelle bailleur de fonds ou coopération financière internationale pour exister. Et la dimension de solidarité réside dans le fait que cette institution vise à financer, en gros, ce qu'on traite ici depuis 2 jours, de l'économie sociale. Elle a établi un business model, comme on dit, assez original, puisqu'elle a souhaité, disons, les instances de cette banque ont souhaité vraiment se projeter sur un long terme. Et donc, c'est une banque universelle qui fournit des services aux citoyens, dès lors qu'ils sont clients, et finance les petites entreprises au taux du marché. Là-bas, le taux du marché tourne autour de 15%. Mais le business model de la BMS permet de subventionner ces taux, pour la dimension de solidarité assumée par les instances de la banque. Le champ d'application de la solidarité porte sur le financement des institutions de microfinance, des institutions de financement rural. Aujourd'hui, au Mali, qui est un pays assez connu pour le développement de son secteur de la finance rurale, est financé en majorité par la Banque malienne de solidarité. De même, il a fallu du temps. Une convention s'est établie entre la Banque malienne de solidarité et la représentation des organisations de producteurs rurales. Les organisations de producteurs qui sont réunies au sein d'une fédération qui représente environ 1 million de personnes ont décidé de coopérer. Et il a fallu tout un travail de négociation, de rapprochement, parce que évidemment le banquier, qui reste banquier, voyait le paysan comme un impayé potentiel, et puis le paysan voyant plutôt le banquier comme un spoliateur affirmé. Il a fallu tout un dialogue, tout un apprivoisement, tout un travail de dialogue pour permettre qu'une convention soit signée et qui permet aujourd'hui à cette fédération paysanne de voir financer les projets économiques viables de ses membres, non plus par coopération financière internationale ou bailleurs de fonds qui viennent définir dans les pays ce qu'il convient de faire, ou plus ou moins bien, mais qui, justement, permet aux initiatives de l'économie sociale et solidaire, particulièrement dans le champ rural de ce pays éminemment rural, de pouvoir être financées localement à des conditions qui ont été jugées par les producteurs comme acceptables, 7%. Et donc aujourd'hui, tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire du Mali accèdent à cette banque, selon les conditions acceptables. Quelques chiffres, quelques indicateurs. La BMS a été créée avec un capital initial de 2,3 milliards de francs CFA, ce qui correspond à peu près à 5 millions de dollars américains. Et donc, 10 ans après, le capital s'élève à 12 milliards de francs CFA, ce qui correspond à peu près à 26 millions de dollars américains. Qu'est-ce qui a permis cette capitalisation? D'une part, une approche efficiente de l'institution financière, c'est-à-dire éviter les surcoûts et veiller au service client. Ensuite, tout un travail de suivi et accompagnement de la performance, de l'efficience de l'institution pour que les ressources disponibles soient véritablement utilisées pour leur objet, sans excès de bureaucratie. On verra tout à l'heure que c'est une institution dont finalement a relativement peu
peu de personnel. Et puis, une décision stratégique proposée par la CIDI, mais qui a été appliquée par la BMS, qui a été de ne pas distribuer de dividendes aux actionnaires et que tous les résultats nets cumulés puissent être réinvestis dans l'outil finalement de financement du développement local. Et puis quelques positionnements stratégiques. Je ne vais pas repasser sur l'histoire récente du Mali, peut-être vous la connaissez, mais le choix d'être présent là où les autres ne sont pas, en particulier les autres banques commerciales, en ce qui concerne notamment le nord du pays qui a récemment été éprouvé. Je souhaite mettre à votre attention la structure du capital de cette banque parce qu'elle peut inspirer pour d'autres cas. À l'initiative de l'État, la BMS est encore présente dans le capital de cette institution, mais de façon minoritaire, à 16%. Les IMF et les associations sont présentes à plus de la majorité, à près de 60%. Donc on peut dire que c'est la société civile qui tient cette banque. Des investisseurs institutionnels qui se sont intéressés avec le temps à cette institution, et aussi le capital a été ouvert à toute une série de personnes physiques qui se sont identifiées au projet de la BMS tout en sachant qu'il n'y aurait pas de rémunération en capital, puisque les dividendes sont réinvestis. Il n'y a pas de distribution de dividendes. Les résultats nets sont réinvestis. Juste pour mémoire, c'est donc une institution contrôlée par les Maliens. Quelques chiffres rapides. Donc on a observé une croissance assez importante, hein, puisque le total bilan aujourd'hui s'établit à quelques 450 millions de dollars américains, etc. Un chiffre intéressant, à mon avis, autour du business model, sa durabilité et le fait que le système puisse être confirmé, c'est que sur l'exercice 2013, il y a eu l'équivalent de 23 millions de dollars américains qui ont été financés directement par la Banque malienne de solidarité, et ce, strictement sans aucune subvention de ce qu'on appelle bailleur de fonds, qu'on va chercher quand ça ne va pas très bien, et qui ensuite nous dicte nos conditions. Quelques perspectives, qui, le cas échéant, peuvent nourrir aussi nos réflexions. D'abord, le premier point, c'est la légitimité de cette création et une volonté d'exister. Les Maliens n'ont demandé la permission à personne pour créer leur banque. C'était pas évident parce qu'au Mali, ce qu'on appelle coopération financière internationale est assez contrôlé par les Français qui ont tendance un peu encore à se considérer là-bas comme chez eux et décider un peu ce qu'il convient de faire. Ils envoient même des soldats. Et là, bon, donc les Maliens ont demandé la permission à personne pour créer cette institution. Deuxièmement, on a eu à faire face à une course d'obstacles face à des intérêts contraires. Comme je l'ai dit, on ne souhaitait pas la création d'une institution financière de développement gérée et contrôlée par les Maliens eux-mêmes. On préfère toujours en général contrôler les processus du financement du développement. Il s'agit d'un partenariat public-privé assez intéressant, comme on l'a constaté, mais qui se soumet soi-même à des résultats, des obligations de résultats. Les instances, moi je suis le seul administrateur étranger, et puis je donne mon avis, et puis s'il n'est pas majoritaire, il n'est pas majoritaire dans le conseil d'administration, mais surtout, tous les ans, il y a des objectifs qui sont assignés au cadre de la banque. Et donc, c'est une construction souveraine qui mit quand même 2 ans à se mettre en place, mais la base a été relativement bien définie. À mon avis, la BMS représente une des solutions au Mali pour le financement d'un développement économique local mené par les Maliens et pour les Maliens. Je vous remercie. On m'a demandé d'être court. Merci beaucoup. Et j'espère que les autres intervenants suivront cet exemple-là. On a brûlé 15 minutes. J'espère que les autres n'iront pas au-delà. D'abord, pour le suivant, ça ne va pas être facile. Je perds dans Taillefer.
conseiller du ministre de l'Économie et des Finances, va intervenir sur pistes de réflexion et d'action pour une banque solidaire haïtienne de développement. Donc la réflexion va évoluer. On a vu l'expérience du Mali qui débouche sur des perspectives et maintenant des idées sur ce qu'on peut faire ici, sur l'affaire. Entre-temps, laissez-moi vous dire que nous sommes en direct sur Internet. Et un peu pour dire souriez, vous êtes filmés. On a vu et on a une audience quand même importante d'après les rapports qu'on a eu hier. Et ce matin, on a lancé ça à nos 50 000 suiveurs sur Facebook. Donc probablement ça va encore augmenter l'audience. Donc pour dire que on est au-delà d'ici. Monsieur Taïfel. Bien. On m'a demandé de réfléchir sur des pistes d'action pour une banque solidaire haïtienne de développement. Alors effectivement, je travaille dans le cadre du ministère de l'Économie et des Finances, mais là, j'interviens à titre personnel. Ces idées ne sont pas celles pour l'instant de l'administration, même si on commence à les partager avec certaines instances. Vous avez dit, et je reprends vos mots, atteindre une croissance forte dans des emplois décents et durables. Pour arriver à ça, il faut de l'investissement productif. L'investissement productif nécessite du financement adapté et l'investissement productif doit améliorer la vie des populations. Sinon, Haïti ira vers l'explosion sociale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Fritz Jean, ancien gouverneur de la Banque centrale. Quelque part, il faut changer de paradigme dans le pays. Un certain nombre d'économistes commencent à le reconnaître. Il faut une croissance forte, mais ça implique de s'interroger aussi sur la répartition de la valeur ajoutée. Est-ce que ça va aux actionnaires? Est-ce que ça va aux banques? Est-ce que la valeur ajoutée va à la microfinance? Ou est-ce que la valeur ajoutée va à la population laborieuse? C'est des questions que nous devons nous poser en toute honnêteté. On doit sortir de l'économie de rente. Et l'économie de rente, c'est la caractéristique essentielle, reconnue par tous, du fonctionnement d'Haïti depuis quelques décennies. Et ça craint, ça craint. En ce qui nous concerne, il faut de nouvelles pratiques bancaires. La première chose que je dirais, c'est que les taux d'intérêt ne sont pas compatibles avec le développement des secteurs porteurs. Quand on raisonne taux effectif global, c'est-à-dire taux d'intérêt, plus frais de dossier, plus commission, plus assurance, plus tout ce que les banquiers savent inventer, on atteint des niveaux d'absurdité. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. On atteint des niveaux d'absurdité qui n'ont comme équivalent que le prix de l'énergie dans le pays. Le prix de l'énergie électrique dans le pays est bien plus cher que dans tous les pays de la Caraïbe. Il n'y a pas d'équivalent. Alors, taux d'intérêt élevé plus énergie élevée, qui peut investir et être rentable? Posons-nous la question. Le financement du long terme est strictement indispensable, sinon on n'aura pas d'investissement productif. Il y a des gens méchants qui financent la machine à coudre de la couturière sur une année, c'est pas gentil. C'est cher un investissement comme une machine à coudre. Mais après, il faut parler d'usine. Il faut parler d'usine. Donc, si on veut de l'investissement productif, il faut du financement de long terme. L'exigence de garantie est problématique quand on sait que les agriculteurs, les artisans ne disposent pas de titre foncier. La notion de crédit bancable doit être révisée. Un crédit bancable, ce n'est pas un crédit qui est garanti jusqu'aux oreilles et même un petit peu plus haut. Un crédit bancable, ce n'est pas 33% de cash collatéral. Un crédit bancable, c'est un bon projet. C'est un projet fiable. Encore faut-il que les banquiers se donnent la peine de rentrer dans le contenu du projet. Souvent,
Le raisonnement des banquiers, c'est « Ah, il n'y a pas de garantie dehors ». Mais comment demander des garanties à des paysans qui n'ont pas de titre foncier? Voulez-vous m'expliquer? Bon, on peut peut-être donner sa femme en garantie, mais ça va. L'assurance est indispensable aux prêts ruraux, mais là, attention mes amis, on a eu l'exemple ce matin de Fonds causé, il y a des bonnes assurances et puis il y a des assurances qui piègent. Vous savez, au niveau mondial, qui c'est qui est riche? C'est les banquiers et les assureurs. Maintenant, quand vous voulez vous faire rembourser d'une calamité, là c'est plus compliqué, dans tous les pays du monde. Donc soyons prudents avec cette question d'assurance. Bon, quels investissements, là j'ai bien raccourci mon affaire, quels investissements faut-il financer? Il faut que nous réfléchissions. Il faut des investissements structurants. Qu'est-ce que j'appelle investissement structurant? C'est dans le domaine de l'énergie. Messieurs, mesdames, on peut continuer à fonctionner avec EDH qui utilise des générateurs, des DELCO qui fonctionnent à l'énergie fossile. On peut continuer ce modèle économique. Mais là, on est en train de se marcher sur le pied. Ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable et ce n'est pas bon pour la souveraineté économique. On a, dans toute la partie du Nord, un potentiel éolien extraordinaire. On a du soleil en pagaille. L'énergie avec la biomasse est la moins chère. Maintenant, il y a des secteurs qui sont moteurs, qui sont créateurs d'emplois, comme la construction par exemple. Sauf que chaque fois qu'on construit un bâtiment ici, on va importer du ciment de la République dominicaine. Est-ce qu'on les aime plus que nous-mêmes? Il n'y a pas un gramme de ciment qui est produit dans ce pays nous-mêmes. On marche sur la tête alors qu'il y a du calcaire partout. Il y a du calcaire partout. Donc, il faut des investissements. On peut mettre des investissements structurants, et pour moi, c'est la priorité. C'est aussi ce qui a été dit dans le séminaire que le ministère de l'Économie et des Finances a organisé en une semaine. C'est vraiment prioritaire. Donc, je dirais que les priorités dans le pays, ça va vers des investissements pour les investissements structurants, c'est un petit peu ce que j'ai décrit, c'est pour ce qui concerne l'énergie, c'est aussi des secteurs fondamentaux comme le ciment, comme la mécanique. Il faut aller vers des secteurs créateurs d'emplois. Les secteurs créateurs d'emplois, c'est tourisme, c'est textile, c'est construction pour l'essentiel. Et il faut aller dans la promotion de l'agriculture. Alors, je me suis fait ramasser au séminaire, j'ai dit que dans le pays, il y avait 65% de paysans. On m'a dit non, ça a baissé, on est à 50. Oh. Bon. Moi, c'est Roro Farel qui m'a ramassé. Bon, j'ai dit de toute façon, même s'il y a 5 ans, c'est des gens qu'il faut nourrir, donc il faut développer l'agriculture. C'est un secteur prioritaire. Maintenant, alors en matière de financement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on propose? Voilà. Bon, la microfinance n'est définitivement pas une réponse suffisante pour les problématiques de développement. Il faut s'en convaincre. Elle a des qualités. Elle joue des rôles, mais ce n'est pas avec ça qu'on changera le pays fondamentalement. Si le pays ne produit pas, il mourra. Les banques commerciales, là c'est des gredins, les banques commerciales ne sont pas une réponse aux besoins de la population et d'une croissance justement répartie. Il y a moins de 1% qui va au financement de l'agriculture. Là, selon la BRH, 87% du total des crédits des banques commerciales va à 5% des emprunteurs. Pas mal comme pourcentage. Il fallait le faire. Hein. Là, c'est l'exception haïtienne quand même. Ensuite, le financement du long terme est inexistant, tant dans la microfinance que dans les banques commerciales. Donc il faut inventer de nouveaux outils financiers. Et l'épargne intérieure doit être nécessairement collectée. Et elle doit être collectée, mais quand même il faut un petit peu encourager les gens. Parce que dans vos dépôts à vue, vous ne rémunérez pas l'épargne, messieurs et mesdames, vous ne rémunérez pas l'épargne. Et puis votre rémunération des dépôts à terme, c'est petit, si bien que ce n'est pas intéressant.
Donc là, il va falloir mettre en place de nouveaux outils et il va falloir faire évoluer le système. Alors, dans les années 80, on a tué toutes les banques de développement, on a tué toutes les caisses nationales de crédit agricole. Dans une politique d'ajustement structurel, on a dit c'est bon pour les pays. Non, ce n'était pas bon. C'était une erreur gigantesque de la Banque mondiale, du FMI et tous ces gens-là. Bon. Par contre, il y avait parfois des raisons objectives de fermer ces banques. C'était souvent le tiroir caisse de l'État. Et tous les messieurs qui avaient des petits machins sur les épaules, là, des galons, des casquettes. Bon. C'est eux qui se servaient. Donc, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est ce qu'on a fait. On a jeté le bébé avec l'eau du bain. Ce passé ne doit pas être ignoré. Il est indispensable de ne pas reproduire les vieilles constructions. Et là, j'insiste. Je suis dans des débats un peu forts sur ces questions-là, sur les vieilles constructions. Parce qu'en Haïti, il y a une loi. Vous savez, en 1989, on a supprimé la BNDAI et 2 jours après, on a recréé par un décret la BNDA, qui n'a jamais vu le jour. Et le président Martelly, à l'époque où il était candidat, s'est engagé à la création d'une banque agricole. Donc, il faut créer cet outil. Donc, je suis dans ce débat-là, avec les amis de la BRH, de MLDR, de la primature, mais on n'est pas tous complètement d'accord. Donc, l'outil à créer peut être soigneusement pensé. Et j'attire votre attention sur ce que vient de dire Dominique, c'est que pour créer un outil comme ça, il faut 2 ans. Alors, le problème des politiques dans le monde entier, c'est qu'ils raisonnent à court terme. Mais pour faire du développement, il faut raisonner à long terme. Alors, de temps en temps, il y a incompatibilité entre le développement et la politique. Il faut faire du progrès, là. Mais ce n'est pas une spécificité haïtienne. Question sur les outils, qu'est-ce qu'on finance? Est-ce qu'on finance l'agriculture ou est-ce qu'on finance les activités agricoles et rurales? La loi de 89 dit activité agricole. Moi, je dis agricole et rurale. Et si on voit les exposés de ce matin, il y a quand même un vieux proverbe qui se traduit dans toutes les langues, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. D'une part. D'autre part, les gens qu'on veut soutenir dans l'économie sociale et solidaire, eux, ils l'ont bien compris, ils n'ont pas leurs œufs dans le même panier. Ils sont paysans, oui. À côté de ça, ils sont éleveurs. En même temps, ils sont dans l'artisanat, ou ils sont dans le commerce, ou ils vont chercher une activité en ville pour joindre les deux bouts. Donc, je dis activité agricole et rurale. Deuxième question, qu'est-ce qu'on fait? Uniquement le financement, ou est-ce qu'on fait aussi financement et accompagnement et formation de la clientèle? Moi, je suis dans cette deuxième optique-là. Donc, financer les activités agricoles et rurales avec du financement et de l'accompagnement et de la formation de la clientèle. Alors, ça pourrait donner une chose comme ça. On démarre ce que j'appelle un fonds vert. Oui, parce que les sigles Banque nationale de développement agricole, c'est pas sympa. Et puis, je mets bien fond vert pour montrer cette importance sur l'agriculture, quand même, d'une part, et sur une approche intelligente de l'écologie, de l'environnement. Dans 2 ans, création de la banque verte, après ouverture de guichets et collecte de l'épargne, après entrée au capital des grandes sociétés financières internationales. Bon, ça c'est pour faire plaisir à tout le monde. Je ne suis pas sûr que... et je crois que je vais beaucoup diffuser le PowerPoint de Dominique. Alors, où loger le fonds vert? Ah, bonne question. Alors, j'ai essayé de réfléchir. Ça pourrait être dans une structure existante. La BNC, le FDI, le FRIX, Sofides, les caisses populaires, la NACAF. Bon,
finalement, j'aurais plutôt tendance à trancher sur le fait que le fonds vert est autonome, démarre sous forme de SFD, pour capitaliser et bien acquérir l'expérience en préparation de la banque verte qui viendra plus tard. Voilà à l'écran ce que va faire le fonds vert, produit d'épargne, crédit, prise de participation. Et ça, c'est important. La prise de participation est importante. La subvention, l'assurance et d'autres activités qui sont aussi importantes, c'est-à-dire la facturage. La facturage, vous savez, l'État est mauvais payeur. Il paye toujours très tard. Donc la facturage, ça consiste à donner aux entreprises les fonds que l'État tarde à payer. Un fonds d'études renouvelables, ça c'était une idée qui n'est pas de moi. Le principe est le suivant: tu crées une commission, quelqu'un a un bon projet, il le défend. Si l'idée séduit, si l'idée plaît, alors à ce moment-là, une étude de faisabilité va être faite aux frais du fonds d'études renouvelables. Si l'étude est concluante, si l'entreprise peut démarrer, à ce moment-là, ça rentre dans les coûts, dans les frais de première installation de l'entreprise. Si l'étude n'aboutit pas, ça rentre à la charge de la banque. Bon, on pourrait rentrer, mais on n'a pas le temps, sur les fonds communs de placement, les placements éthiques, le plan épargne-logement, le plan épargne, par exemple, avec des clubs d'investissement. L'idée des clubs d'investissement, c'est qu'on réunit un certain nombre de personnes, elles épargnent pendant quelques années en se disant, ben, tiens, nous allons créer une boulangerie à Port-de-Paix. Elles épargnent et la banque ou le fonds les accompagne. Les accompagne, ça veut dire, oui, le fonds aide à réfléchir au projet. Et une fois le temps d'épargne écoulé, à ce moment, la banque va donner un crédit à conditions préférentielles, puisqu'il y aura eu de l'épargne préalable, donc le taux d'intérêt sera plus bas. En bout de course, va être la banque verte. Alors à un moment, je pensais dire le fonds vert, on le supprime. Et on a créé une SFD. Donc ce qu'on va faire, notamment pour avoir des partenaires internationaux, les partenaires internationaux n'aiment pas qu'une banque fasse de l'accompagnement et n'aiment pas qu'une banque fasse de la subvention. Donc, on garde le fonds vert pour la subvention et pour l'accompagnement, mais aussi pour faire du refinancement subventionné à condition privilégiée à certains types d'acteurs, et plutôt les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et à côté, on a la banque verte qui va faire des produits d'épargne, qui va faire des crédits et du refinancement, de la prise de participation, et on retrouve la facturage et les engagements par signature. Alors, l'idée, c'est d'avoir une même direction, un même conseil d'administration, pour qu'il y ait une politique cohérente au niveau des deux outils. Celui qui accompagne, celui qui subventionne et celui qui finance. D'autres outils financiers sont à mettre en œuvre. Ça ne suffit pas. Et au ministère, on commence à parler d'un système de financement de l'investissement productif. Ces autres outils, c'est les bons du Trésor populaires. Pour l'instant, il y a des bons du Trésor qui sont offerts pour avoir de l'argent, qui sont offerts aux banques. Les banques ne sont pas intéressées. Elles préfèrent les bons BRH, d'une part, et puis d'autre part, aujourd'hui, il y a que la BNC qui prend des bons du Trésor. Donc, il faut aller sur le marché secondaire. Mais le marché secondaire, c'est-à-dire vous et nous tous, quoi.
ce marché secondaire est important et vous pourriez être amené à diffuser ces bons du Trésor populaire. Ça veut dire c'est une épargne mais correctement rémunérée, au moins du 5%. Mais il faudrait des bons de petits montants pour que les gens puissent y avoir accès. Des diaspora bonds, on est en train d'y penser. Deux types on voudrait tester 3-4 diaspora bonds. Un premier, c'est sur le financement des barrages. Donc, collecte de l'épargne auprès de la diaspora pour le financement des barrages. Et là, c'est géré par une banque commerciale ou géré par la banque verte qu'on voudrait créer. Les gens mettent de l'épargne à 15 ans et avec ça, on finance une politique énergétique. Le deuxième type de bon, c'est de financer une politique régionale. Donc, on fait appel, par exemple, à la diaspora du Nord-Ouest et on leur dit, mettez de l'épargne sur 10 ans pour financer des investissements productifs dans le Nord-Ouest. Aujourd'hui, on pense à une usine à sel dans la commune d'Anse Rouge, à Corridon, ou à côté, sur un côté. Ben voilà un outil qui pourrait être financé par la diaspora. Troisième type de bon, c'est plus serré, c'est de dire, ben, l'île de la Tortue, il y a un problème d'eau. Il faut fabriquer des citernes. Il y a déjà une expertise à l'île de la Tortue pour fabriquer des bateaux. Allons-y. Aidez-nous à financer des investissements. C'est un site magnifique. Il y a des flamants roses, imaginez. Bon. Mais là aussi, il faut des investissements. Voilà des types de diaspora. Il y a les associations de ressortissants qui travaillent aujourd'hui, qui construisent petit à petit des réseaux électriques, des centres de santé, des dispensaires, etc. Ces investissements, ça y est, je suis foutu. Le montage pourrait être le suivant. Les associations cotisent pendant un certain temps, la banque prend le relais pour avoir une réalisation de l'investissement, et après les cotisations viennent à la banque en remboursement de l'investissement. Ça jouerait un rôle d'accélérateur. Quoi qu'il en soit, il est important que la croissance profite à tous, mais ne perdons pas de vue que la pauvreté et l'insécurité alimentaire persistent. Ne perdons pas de vue, réfléchissons et bougeons, changeons de paradigme. On ne peut pas continuer avec les vieilles recettes. L'économie sociale et solidaire n'est pas une affaire d'affichage médiatique, le développement n'est pas un jeu et le financement est une de ses clés. L'économie solidaire existe par les actes que posent ces acteurs, finances comprises. Je vous remercie. Merci. Bon, alors nous avons, merci beaucoup, monsieur. Combien 3-4 minutes de plus. Ça va. Ça donne l'histoire. Maintenant, on va avoir... Le connaissant, c'est bravo. C'est bravo. Maintenant, on va avoir moins de temps pour les deux dernières interventions de cette première partie. Lionel, vraiment 5 minutes. 5 minutes. Lionel Spéristin sur l'expérience du KNFP dans le financement solidaire. Ok, merci Godson. Alors, moi, c'était deux interventions que je gagnées, de fusionner en seul, donc je vais faire deux. Donc ça, c'est un premier bagage. Donc je vais deux fois plus de temps, donc 2 fois moins de temps. Et même de me présenter KNFP, parce que l'idée c'est de montrer qu'il y a des organisations qui ont évolué dans le secteur économique, social et solidaire, qui ça peut faire pour accompagner ça. Donc je vais me présenter KNFP. Bon, moi j'ai sauté KNFP un peu. Et alors. Mais à deuxième part, je vais me présenter les associations de base, alors on terme générique que nous faisons, que les associations de base de cotisation et de prêt.
Donc, et troisièmement, on va présenter le reste parce que, comme nous parlons un peu de contribution, bon, KNFP, nous capons de vous connaître, mais on fait seulement sur mon slide, pour avancer moins. Allez toujours, allez. Bon, répétez un petit peu. Ok. Et alors, nous faisons une formation, parce que développement de compétences dans ce secteur est un élément crucial. KNFP, c'est l'Institut mobile de formation, qui fondé depuis 2003, qui est arrivé, nous pensons, à date, grosso modo, pour former 7000 personnes, parce que nous formons presque 650 à 700 personnes par année. Donc ça, sont offres permanentes de formation. Et ce n'est pas des consultants, mais c'est une institution qui a fait formation. Et là, qui développe un ensemble d'itinéraires de formation qui est basé sur des compétences précises, un profil précis. Et là, nous avons différents itinéraires qui sont mutuelle de solidarité, dirigeant de mutuelle de solidarité, membre de mutuelle de solidarité, animateur de mutuelle de solidarité, agent de crédit rural, dirigeant d'organisation paysanne, dirigeant de coopérative de production, auxiliaire comptable, conseiller à l'exploitation familiale, ça lui son itinéraire nous fait développer, et puis petit entrepreneur, et nous tellement notamment à travers Macron, que vous avez présenté tout à l'heure, que élus locaux, quand on parle beaucoup de territoire, donc nous voyons que au moins dirigeants Kazek, c'est des éléments importants pour notre dynamique de financement rural. Donc, après ça, nous développons un itinéraire pour eux. Donc, bonne information ça, et avant ça, on va sauter quand il fait plaidoyer. Et puis, nous avons Fritz, et pas simplement arrêter simplement pour montrer nos Fritz, ça, c'est l'idée rassembleur. On n'a pas avancé. Ok, nous avons dit Fritz, nous voyons que c'est composé de 6 collèges, et Dominique a parlé de banque malienne, donc Fritz a passé en phase. Et côté, nous avons les membres de KNFP comme collège, nous avons les organisations paysannes, nous avons les organisations de femmes rurales, les caisses populaires, les ONG, et là, on a présenté les relations Fritz et Capor. Nous avons les ONG, on collège des ONG, on collège des organisations de solidarité internationale, et puis les particuliers. Tout le monde, chaque collège a regroupé et un membre dans le conseil d'administration Fritz. Donc ça veut dire qu'il permet que Fritz a pour le moment son fonds en constitution, il a une reconnaissance légale récemment, et pour là, il lance l'école, pour le moment, le fonds c'est à peine 12 millions de gouttes, mais il est là pour atteindre une vitesse de croisière. Et à partir de octobre 2013, nous avons commencé sur une reconnaissance légale, nous avons arrivé vraiment au instrument pour financement rural et avec un statut de SFD, qui c'est Société Financière de Développement. Donc nous avons le premier papier ministère du commerce là, et nous avons pour la côté Banque centrale, nous avons agrément comme SFD. Et peut-être ça peut être tenu quand on a présenté publiquement là, depuis jeudi, c'est le début du processus là. Et rapidement, pour là, on va passer toi, on va continuer. Bon, KNFP, nous essayons, et Fritz a suivre le développement KNFP, nous avons des axes, et nous qui couvrent 4 bleu actuellement que nous pouvons commencer vraiment axe sud-là, qui pouvons vraiment développer, mais nous avons des antennes dans chaque axe que nous avons montré là. Bon, pour là, dans le un terme générique que Marie-Louise a créé, bon, parce que nous avons un terme qui rassemble toute forme d'initiative de base. Donc, que les ABCP, les associations de base de cotisation et de prêt, donc, que nous ayons les acteurs du territoire de la finance sociale et solidaire. Donc, KNFP a fait un travail un peu de connaître, chaque fois ça combien bien, et la travail n'a pas fini. Mais rapidement, qui caractérise ABCPO, nous disons que c'est des groupements de petite taille, 15 à 50 personnes, ne va rien plus, généralement. Et sont démocratie directe et régulière. Chaque réunion sont assemblée générale et intervalle par exemple dépassé mois. Donc c'est vraiment non seulement direct, mais son démocratie très intensive. Deuxièmement, règles fixées par nous eux-mêmes. C'est pas non seulement à l'étranger, mais pas même étranger dans le même pays qui a fixé règles. C'est moi qui fixe règles. Et puis, donc ça mène un racinement dans la réalité dynamique locale et son approche qui est très adaptée
et son outil qui est adapté à financement de l'exploitation familiale. Et puis, membre recruté par cooptation, donc ce n'est pas groupe là qui fait mon lieu qu'on est avant même groupe là d'exister. Et puis, son gestion légère, mais qui a un peu de rigueur là-dedans. Et là, si on a des photos, c'est les chiffres pour les ABCP. Et là, nous faisons un premier travail, nous remarquons les mutuelles de solidarité. On tient en tête, nous avons arrivé à dénombrer 2784 mutuelles de solidarité. Et nous disons pourquoi exhaustif, nous ouvrons toujours. Donc 2784 mutuelles de solidarité avec un total de 79 408 membres. Et il y a un gros opérateur que nous avons Covid, tête collective paysan haïtien, FPGM, c'est le mouvement paysan gourmand, et quelqu'un toujours mettez quelques, naturellement. Nous avons par exemple Rocco Carnot, qui est un café qui est en plus mutuel. Mon deuxième appellation, c'est les banques communautaires ou les banques villageoises. Ça veut les BCBB. Nous avons 916, qui est totalisé 12 307, et institutions que nous jouons, nous avons ACLA, nous avons l'Église méthodiste d'Haïti, nous avons FIMCA, Fonds d'espoir. Et là toujours, mais et ça nous cite quelques. Et l'autre appellation, mais des sigles là, nous avons la classification, et il y a les AVEC. Avec eux, c'est Association villageoise d'épargne et de crédit, qui nous donne 380, qui fonctionne en plus sur le modèle mutuel là avec quelques différences. Et nous avons 9500 membres et nous avons CRS, CARE, pour l'ONG international qui a promotionné, je pense le nom. Donc, donc, finalement, on est arrivé à un total provisoire de 4080 qui fait 101 215 membres. Et c'est pas petit. Donc, à partir de là, nous faisons quelques chiffres et doit se répéter dans le dossier pour nous. Mais nous faisons quelques estimations. Une première étude d'AIFI a été faite depuis plus que 10 ans de cela, qui mettait solde dépend et cotisation de 5 000 gouttes, et là nous avons augmenté environ 10 000 gouttes. Et nous disons que c'est solde moyen parce que il y a des groupes qui ont commencé à gagner 60 000 gouttes. Et 60 000 gouttes de cotisation, c'est des fonds propres. Ce n'est pas propre pour nous prêter ou pour retirer plus souvent. Et donc, ça va nous prendre 100 000 et quelques millions, nous multiplier, ça va plus qu'un milliard de gouttes que vous arrivez à mobiliser à travers Tikoussal. Donc, 1 milliard de gouttes et que généralement l'employé en crédit. Et nous n'avons pas les chiffres la fois dernière. Tout secteur microfinancement, qu'est-ce qu'on peut les entreprises, total crédit, c'est avoisiné 4,7 milliards, 5 milliards. Donc, si ça aurait en bas 20%, donc ce n'est pas un élément négligeable pour là dans le secteur. Et ensemble des caisses de secours, nous dit que le deuxième élément, c'est que le plus fort dans le groupe SAIO associé un aspect de protection sociale que les caisses de secours ou les caisses rouges dans les mutuelles de solidarité.